Je regardais la dernière fois un sketch qui m'a bien fait rire concernant l'éducation nationale. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Je ne sais pas s'il sera toujours disponible, mais c'est assez savoureux. On voit une maîtresse de l'éducation nationale, toujours dépressive, perdue dans tous ces concepts fumeux actuels, du genre, etc., se confronter à une bonne portugaise qui est là pour faire le ménage, donc, qui a été plutôt élevée à l'ancienne. Et donc c'est assez marrant, vous verrez un petit peu toute la psychose actuelle concernant l'éducation des enfants finalement. Et ça a porté ma réflexion un peu plus loin. Alors tout simplement, quelque part, la civilisation, au sens large, suppose que les gens qui la composent à l'intérieur d'une société coopèrent tous ensemble. Et donc, cette coopération, elle s'inscrit dans un système. Alors, il y a autant de systèmes, comme je l'ai déjà dit, finalement, que de groupements humains organisés. Quand on voyage, on voit bien que les psychoses diffèrent en fonction des pays, très clairement. Et puis, ça diffère aussi en fonction de l'évolution, tout simplement. L'éducation qu'ont reçue mes grands-parents n'est pas du tout la même que la mienne. Et puis, on voit bien que mes enfants, par exemple, sont aussi élevés différemment au sein de la cellule familiale, mais aussi au sein de l'éducation nationale. Alors, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. On voit avec le temps ce qui fonctionne le plus. Si je fais un parallèle avec le côté militaire, eh bien, regardez à l'époque gauloise, la célèbre furia gauloise, c'est-à-dire fondre sur l'ennemi de façon hirsute en développant un maximum de violence pour espérer gagner. Ça s'est heurté à l'organisation militaire romaine, on sait qui a gagné. Quand on regarde au XVIIe, XVIIIe siècle, la guerre s'exprimait sur un champ de bataille au petit matin dans la brume, au son des tambours. Il y avait les bleus d'un côté, les rouges de l'autre. Et puis les chefs militaires, sous leur perruque poudrée, bien à l'abri, sur les collines en face, comptaient les points. À la fin de la matinée, celui qui avait encore le plus de bonhommes debout avait gagné. Alors bon, on sait au moins depuis le Vietnam que ça a changé, parce que là, on a plus affaire à une forme de guérilla. On essaye des petits groupes sous forme commando, font des frappes éclairs et se sauvent. Maintenant, on a plus une forme, on va dire, à la fois très technologique, puis en même temps, il y a une forme liée au terrorisme, avec des groupements qui font des opérations très ciblées. Donc tout ça évolue. À l'époque médiévale japonaise, le samouraï qui combattait selon un code de l'honneur et un code de morale très strict, quelque part se heurtait aussi aux ninjas qui sortaient de l'ombre, agressaient et tuaient leurs ennemis. C'était c'était pas une forme de commando, d'assassins qui étaient payés pour ça. Et donc, on voit au final l'efficacité. Il y en a qui gagnent et qui vont transformer le système, parce que le but, c'est de perdurer. Alors maintenant, quand on parle de l'éducation, il y a deux questions quand même qui sont importantes. La première, c'est quels sont les buts poursuivis, parce que quelque part, c'est pas toujours d'élever l'individu, c'est-à-dire lui apprendre à lire, écrire et se comporter en société. Parfois, il y a une forme aussi de propagande officielle qui est poussée par les gouvernements en place à travers l'éducation des enfants. Il ne faut pas être dupe. Et puis après, il y a cette forme d'efficacité. Effectivement, est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que la forme d'enseignement est efficace et atteint ses objectifs premiers? Alors moi, je vais partir de plusieurs exemples. Je vais tout simplement vous parler de mon exemple personnel. Moi, j'ai grandi dans les années 70. Il y avait déjà des théories fumeuses sur l'enseignement de la lecture à l'époque, puisqu'on avait déjà des fonctionnaires de haut niveau qui essayaient de justifier leur salaire et de montrer qu'ils servaient à quelque chose. Donc évidemment, il fallait réinventer la roue. Et donc, c'était la méthode globale, enfin, toutes ces conneries. Et donc, moi, je faisais un blocage. Alors, j'avais une maîtresse qui, a priori, ne me supportait pas. Je ne sais pas, je lui revenais pas, sans doute. Et puis, je faisais un blocage par rapport à la forme d'apprentissage. Donc, je ne savais pas lire. Et donc, c'est ma mère, c'est ma maman, à l'époque, qui m'a pris pendant 15 jours de vacances scolaires, qui m'a installé de force sur la table de la cuisine, et à l'aide d'un martinet. Alors, je ne sais pas, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas ça. C'est un bâton comme ça, avec des lanières de cuir au bout, une sorte de fouet, on va dire. Donc à l'aide de ce martinet, quand ça claquait sur la table et quand ça claquait dans l'air, j'aime autant vous dire que je restais assis à ma table, je restais concentré sur les pages et sur les mots que j'étais censé sortir, parce que sinon, ça rigolait pas. Donc j'ai appris à lire en 15 jours, tout simplement, alors qu'avant je faisais un blocage total. Et j'étais mal parti à ce niveau-là. Donc en termes d'efficacité,
eh bien c'était peanuts, hein. Et donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je suis quand même auteur de livres, hein, je vais vous montrer tout simplement, voilà. Pour vous montrer, hein, si ma mère n'avait pas été là, alors ça c'est tous les ouvrages que j'ai écrits, hein, et il y en a combien? 4, 5, 6, 6 ouvrages. Voilà, 6 ouvrages écrits par mes soins, hein, depuis 2005. Voilà, donc ça représente quand même un certain nombre de pages. Donc si j'avais pas appris à lire, là j'aurais pas pu écrire tout ça, hein. Ça c'est les ouvrages que j'ai traduits, les ouvrages américains que j'ai édités ensuite par la suite. Voilà, donc merci maman, où que tu sois aujourd'hui. Sans toi, j'aurais pas pu faire ça. Donc, vous voyez bien que l'efficacité de l'éducation officielle, c'était 0. J'ai appris à lire en 15 jours grâce à ma mère. Maintenant, si je prends mon fils, par exemple, un jour, il vient me voir, il me dit « Ah tiens, on est en train d'étudier les filières énergétiques, hein, vous savez, la production d'efforts enfin, dans le sport, et puis la zone de graisse, c'est-à-dire vous gardez votre fréquence cardiaque à un certain niveau, vous faites des efforts longs et vous allez puiser dans vos réserves de graisse, etc. » Alors je lui dis « Écoute, ça c'est plus valable depuis un certain moment. » Alors il me dit « Ah oui, mais c'est ce qu'on m'apprend. » Je dis « Bah oui, mais attends, regarde, moi j'ai sorti un livre en 2010 qui s'appelle Cardio Force, où j'ai cité un certain nombre d'études américaines. D'ailleurs, il est là, hein, je ne sais pas s'il doit ressortir avec mon éditeur. Je fais un petit peu de pub au passage, hein, vous m'en voudrez pas, hein. Donc à l'intérieur, eh bien effectivement, j'avais déjà sorti des études canadiennes et américaines qui dataient des années 90, où on nous apprenait effectivement que c'était plus l'entraînement à haute intensité finalement qui perturbait le métabolisme et qui permettait de perdre de la masse grasse. Alors donc je lui sors ça, je lui explique, je lui file mon bouquin, il va montrer ça au prof. Son prof, très sympa d'ailleurs, un jeune, hein, il commence à regarder, il se rend compte effectivement que oui, ça a changé. Mais il finit par lui dire, écoute, tu sais, malgré tout, je suis quand même obligé de t'enseigner ça parce que ça fait partie du programme et que je suis obligé de m'y tenir. Voilà. Donc mon fils a bien vu par là que, il y avait 2 poids 2 mesures, hein, donc c'était marrant, mais bon, on enseigne aux enfants des choses qui sont plus valables depuis plus de 20 ans, vous voyez. Donc en termes d'efficacité, c'est limité. Maintenant, si on prend l'histoire, c'est pareil, hein, quand il a un devoir d'histoire, maintenant il le sait, il vient me voir et il me dit « Bon, écoute, j'ai un devoir, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ?» etc. Alors, je lui dis « Écoute, tu veux la version officielle ou alors tu veux la version un peu plus nuancée ?» Parce que comme toujours, hein, il y a toujours 2 faces à la médaille, hein. Évidemment, à l'école, on va mettre les gens dans un entonnoir et puis leur servir tout près une version officielle qui est liée, évidemment, aux conceptions du temps et à ce qu'on veut faire véhiculer dans la société à un instant T, hein, parce que tout ça évolue aussi. Alors évidemment, mon fils va rester calé sur ce qu'on lui demande, mais en même temps, la version alternative est aussi succulente, hein, et donc il a soif de ça. Bon, l'idée, c'est effectivement de faire un équilibre et puis de développer son esprit critique, hein, encore une fois, ça c'est important. Parce que moi, quand j'ai fait mon cursus en histoire à la fac, eh bien, on n'est plus dans un enseignement qui est, dirigé, hein, avec une version unique, hein. On nous apprend à la fac qu'effectivement, on part des mêmes sources, hein, sensiblement, mais les historiens ne sont pas d'accord. C'est comme ça, donc c'est déjà beaucoup plus nuancé, hein. Donc vous voyez, il y a déjà un gap entre l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Mais bon, moi je pars du principe que les enfants ne sont pas débiles et que déjà très jeunes, on pourrait justement leur apporter différentes versions pour les forcer à réfléchir par eux-mêmes. Ça, c'est mon point de vue. Parce que l'école, finalement, devient un relais de propagande officielle, hein, malheureusement. Ma fille, la dernière fois, avait un enseignement sur Bilal Hassani et la tolérance, donc je me demande ce que ça vient foutre là. C'est comme ça, donc on est toujours obligé finalement de rééquilibrer un petit peu ces 2 aspects, hein, c'est-à-dire cet enseignement qui est censé leur donner les bases, et puis cette propagande qui est distillée toujours au fur et à mesure. Parce qu'encore une fois, tout ça évolue, hein, si nos arrière-grands-parents et même nos grands-parents revenaient, hein, mon arrière-grand-père qui a combattu à Verdun et mon grand-père qui a devancé l'appel dans les années 40 pour aller se battre contre les Allemands, eh bien aujourd'hui, ces gens-là seraient taxés d'ultra-droite, hein, évidemment, parce que quand on sort un drapeau français, nous, aujourd'hui, il faut le faire que pour un match de foot, on est bien d'accord, hein. Pourtant, à l'époque, il y avait effectivement un enseignement efficace, hein, parce qu'en termes de lecture, d'écriture, ça portait ses fruits quand même, hein, la façon dont s'exprimaient les gens était beaucoup plus relevée que maintenant.
Mais il y avait aussi une forme de propagande aussi. On faisait en sorte que les petits-enfants de l'époque soient hyper patriotes, hein, parce qu'il fallait aussi des bras pour pouvoir les armer et puis les envoyer au casse-pipe. Hein. Voilà. Donc tout ça évolue en fonction des époques. Donc face à l'éducation, vous avez encore une fois ces deux questions à vous poser. La première, est-ce que les buts poursuivis sont efficaces? Et à ce moment-là, il faut bien définir quelle est l'efficacité recherchée, hein, quel est le but. Parce que le but, c'est pas forcément, et c'est toujours un savant mélange, hein, on distille finalement entre une efficacité factuelle, on apprend à lire aux enfants, à réfléchir, machin, mais derrière, il y a toujours une forme de propagande qui est distillée aussi. Donc, est-ce que parfois l'éducation n'est pas orientée vers le fait de produire des enfants et des futurs adultes qui soient dans la norme, voilà, et qui soient conformes? Et encore une fois, conformes à la société sur une zone géographique à un instant T. Hein. Encore une fois, il faut bien relativiser. Et puis après, est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce que vos enfants connaissent connaissent la base, hein, tout simplement, hein. Donc pour ça, il faut des qualités. Hein. Quand j'ai étudié à la fac, moi j'étais plutôt spécialisé en histoire médiévale. Et quand j'ai vu la forme d'enseignement dans les universités médiévales, bah oui, on définissait des qualités aussi pour l'élève, tout simplement. Alors c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans l'enseignement dans les écoles anglo-saxonnes. Contrairement à la France, on a tous connu, nous, le fond de la classe à côté du radiateur où l'enseignant nous balance à longueur d'heure de cours un enseignement qu'on est censé recracher. Hein, voilà. Dans les écoles anglo-saxonnes, c'est pas comme ça que ça se passe. On considère que l'élève est dans une forme de quête personnelle de savoir et que l'enseignant est là pour lui étancher sa soif, hein, tout simplement. Donc, dans les écoles, dans les universités médiévales, le professeur, lui, était là pour lancer une idée, et puis les élèves, avec l'aide du prof, se lançaient dans un exercice qu'on appelait la disputatio, c'est-à-dire ils essayaient de mettre en difficulté le prof, et avec des arguments, si on considère que le prof est un peu au-dessus déjà, eh bien on faisait avancer le schmilblick. Évidemment, il y avait toujours un cadre, hein, parce qu'à l'époque, il y avait effectivement le catholicisme, et puis donc c'est dans le cadre théologique, on ne peut pas non plus tout remuer, on est bien d'accord. Mais bon, il y avait quand même des penseurs médiévaux qui étaient un petit peu subversifs, hein, on va dire. Donc voilà, nous en tant que parents, quelque part, on est bien obligé de rééquilibrer tout ça. Et puis surtout, moi ce qui me paraît le plus important, c'est de développer plusieurs choses. La première, c'est cette soif de savoir, c'est-à-dire que l'enfant, lui, doit avoir envie, ça c'est le plus important, il ne s'agit pas de le bourrer de connaissances et de propagande au passage, mais on doit lui donner l'envie de savoir, pour qu'il aille chercher lui-même, tout simplement. Et puis essayer de développer, son esprit critique au maximum, tout simplement pour ne pas en faire un individu conforme, parce que vous êtes conforme à un instant T, mais comme tout évolue très vite, et on est quand même dans un univers qui est de plus en plus mondialisé, eh bien, vous êtes en concurrence directe avec des gens et des personnes d'autres cultures, d'autres zones, d'autres sociétés, d'autres civilisations, qui elles sont plus portées sur une autre forme d'efficacité, tout simplement. Et si vous êtes conforme à votre société, tout ça, ça peut durer qu'un temps, hein, face à l'efficacité d'autres sociétés. Et puis après, en tant qu'épanouissement personnel, tout simplement, vous pouvez vous rendre compte, à un moment donné, quand vous développez votre propre esprit critique, eh bien, que vous n'êtes pas forcément adapté au système dans lequel vous avez grandi, dans le système dans lequel vous évoluez encore au quotidien. Et qu'à ce moment-là, plutôt que de vouloir avoir la prétention de changer le système, hein, parce que bon, on peut toujours y croire, mais c'est pas si évident, hein, un individu seul, voilà, il faut quand même d'autres conjonctions hein, pour que ça se fasse. C'est possible, mais il faut quand même d'autres conjonctions pour que ça se fasse. Il faudrait que les astres soient alignés, entre autres. Eh bien, peut-être qu'il vaut mieux changer de système à ce moment-là pour vous épanouir enfin différemment, hein, au niveau individuel. Voilà. C'est ça qui compte à mon sens. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous dis à plus.